Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Selon votre fuseau horaire, nous avons beaucoup de plaisir à être ici avec vous. Donc, j'ai dit que j'ai eu grand plaisir à vous accueillir. Je suis Benjamin Nolan. Je travaille avec Choice pour le choix de la sexualité et j'aurai grand plaisir à vous faire connaître nos participants. Notre séance durera 90 minutes. Et nous participerons de toutes les façons possibles avec des discussions et nous apprendrons les uns des autres. Donc, il s'agit aujourd'hui des procédures spéciales des Nations Unies et de la façon de faire connaître ces revendications de cette méthode. C'est très important à l'heure actuelle. Pourquoi c'est très important d'avoir de nombreux activistes militants de la jeunesse? Donc, l'ordre du jour, je vais vous le mettre à l'écran. On commenceront donc par quelques mots d'accueil et nous verrons qui est présent aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons en bref des procédures spéciales. Ça sera Tess qui s'occupera de ce segment-là. Ensuite, nous aurons le temps de poser quelques questions. Donc là, vous pourrez participer sur le sujet dont on aura parlé. Ensuite, nous aurons Poppy Stanborough qui parlera plus spécialement des procédures spéciales pour les droits de la jeunesse. Il y aura des études de cas avec d'autres militants et en particulier Aditi de la YP Foundation qui nous parlera de la jeunesse. Ensuite, Alou qui nous parlera de l'utilisation des procédures spéciales dans un pays donné. Ensuite, nous pourrons de nouveau poser quelques questions et puis on pourra voir ce qui n'a pas été abordé, ce qui a été présenté ou non par les membres du panel. Enfin, Tess reprendra la parole qui parlera de l'impact national de ces procédures spéciales au niveau national. Avant de terminer, donc dans 90 minutes. Pour que tout le monde puisse reprendre leurs activités de la journée. Donc, j'aimerais que cette salle virtuelle se présente les uns après les autres. Donc, je vous mets à l'écran un petit sondage et j'espère que vous pourrez répondre à ces questions dans quelques secondes. Donc, j'aimerais d'abord savoir d'où êtes-vous aujourd'hui? D'où nous appelez-vous? Et ensuite, à la deuxième question, est-ce que vous êtes jeune ou est-ce que vous vous sentez jeune? Et ensuite, je vous donnerai les réponses de ce petit sondage. Et je vais aussi vous donner un peu plus le temps de répondre. Donc, je voulais expliquer un petit peu l'aspect pratique avec cette conférence virtuelle. Donc, on espère avoir beaucoup de participation de votre part. Il y a une fonction de questions-réponses que vous pouvez utiliser quand si vous voulez savoir quelque chose sur un point qui a été abordé, j'ai pas bien compris, vous pouvez taper la question dans ce Q&A et je vais suivre les questions qui seront posées. On essaiera d'y répondre au maximum. Vous pouvez les poser en anglais ou en français, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous intéressent. Et on a envie d'avoir de vos idées. Maintenant, je passe la parole à Tess, qui va nous parler en général des procédures spéciales. Tess, vous avez la parole. C'est vraiment très agréable d'être ici. D'habitude, je fais des formations. J'espère que un jour, je vais pouvoir vous rencontrer en personne, dans une salle, et on pourra faire des activités. Alors, donc, je suis Tess McEvoy. Je suis du Service international pour les droits de l'homme. Donc là, c'est qui s'occupe de la protection des droits de l'homme et des défenseurs de droits de l'homme.
et de faire en sorte que les militants puissent bénéficier de la protection nécessaire. Donc, alors là, je vais essayer de vous donner en 20 minutes ce qu'on fait d'habitude en 3 heures. On ne pourra, donc ça sera juste les grandes idées. Avec l'objectif d'aujourd'hui, c'est simplement que vous compreniez ce que c'est que ces procédures spéciales. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ensuite, comprendre pourquoi ou en quoi elles peuvent vous être utiles dans votre démarche et quelles sont les façons par lesquelles vous pouvez avoir affaire à ces procédures spéciales. Alors, qu'est-ce que vous pourrez faire? Donc, comment trouver des informations à ce sujet? Là, déjà, ça sera déjà très bien. Ensuite, à la fin des diapos, vous trouverez une liste de ressources utiles. Et nous avons également une plateforme de formation en ligne, dont une partie spéciale sur les procédures spéciales. Donc tout ça, c'est disponible. Donc là, je vais vous survoler sur la notion. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil supplémentaire lorsque l'on veut militer, défendre des idées. Et ça peut compléter ce que vous faites déjà. C'est pour ajouter au travail que vous faites. Comment on peut attirer l'attention du gouvernement, interpeller le gouvernement sur tel et tel point qui vous intéresse. Si vous voulez faire changer une loi ou une politique ou des procédures, c'est un outil des Nations Unies qui peut vous aider. Donc, il y aura beaucoup de sigles. J'essaierai de ne pas trop en utiliser, mais faites-moi signe si j'en utilise trop ou si vous ne comprenez pas. Ils sont simples, mais à l'ONU, on a l'habitude de s'en servir. Par exemple, TBH, par exemple, en anglais, pour être honnête, ben, les gens ne comprennent pas toujours. Voilà, c'est simplement qu'on a l'habitude d'écrire en abrégé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces procédures spéciales? C'est un des 4 outils des Nations Unies entre les organes, les mécanismes. Donc, c'est ce deuxième outil qui permet aux militants d'attirer l'attention sur un point concernant les droits de l'homme et d'avoir une réponse au niveau international. Donc, c'est très utilisé. C'est qu'ils peuvent intervenir très vite parfois, mais ils sont très faciles d'accès. Donc, tout le monde peut contacter ces procédures spéciales, qui est aussi le nom des personnes. Alors, c'est quoi exactement? Tout d'abord, ce sont des personnes, des experts indépendants qui sont experts sur le sujet des droits de l'homme et qui, on appelle ça aussi des titulaires de mandat. Ils sont envoyés par les Nations Unies pour regarder, étudier un thème sur lequel on a attiré leur attention. Il peut s'agir d'une seule personne ou d'un groupe. Dans ce cas-là, on appelle rapporteur spécial si c'est une seule personne. Ou ça peut être un groupe de personnes. Donc, vous voyez là à l'image une femme seule, c'est la rapporteure spéciale. Et au milieu, vous avez le groupe de travail. Et tout à fait à droite, c'est les experts indépendants. Toutes ces personnes sont des procédures spéciales différentes. Donc, ça peut être une personne ou un groupe de personnes. Alors, il peut y avoir un intérêt par thème, donc un mandat par thème, par exemple sur les femmes, sur les enfants, ou alors ils peuvent s'intéresser à un seul pays. Par exemple, euh, euh, euh,
certains rapporteurs s'intéressent à l'ensemble de la situation dans un pays. Par exemple, au Cambodge en ce moment, en Iran, en Syrie, dans tous ces cas de figure, qu'il s'agisse d'un thème, donc d'une thématique ou d'un pays, ils doivent étudier la situation, faire un compte-rendu, un rapport. Donc, ils sont normalement impartiaux, neutres, ils sont indépendants. Leur mandat, c'est de regarder un sujet particulier ou un pays et de faire un compte-rendu aux Nations Unies, d'informer les Nations Unies sur ce qui s'y passe. C'est une passerelle entre ce qui se passe sur le terrain et les Nations Unies. Donc, ils peuvent présenter aux Nations Unies ce qui se passe. Le premier de ces groupes a eu lieu en 1967. Mais maintenant, il y en a 44, donc avec 44 mandats thématiques. Il y a 12 mandats pays. Et au total, nous avons 80 personnes qui travaillent sur ces procédures spéciales ou comme procédures spéciales. Maintenant, je vais vous dire ce qu'elles peuvent accomplir. Il y a 4 choses déjà que je voudrais citer. Ensuite, je vous dirai comment vous pouvez interagir. Alors, premièrement, ce qui concerne les visites pays, il leur faut une invitation du gouvernement. Ils peuvent se rendre dans un pays. Et ils vont analyser la situation des droits de l'homme dans le pays. Par exemple, là, vous voyez à la photo sur la diapo, c'est au Mexique. Et là, ils vont rencontrer des militants qui se chargent de défendre les droits de l'homme sur le terrain. Et ils parlent également avec des représentants du gouvernement et ils regardent tous les aspects du problème. Donc, cette personne fait le tour du pays, parle à tout le monde, regarde la situation sur le terrain, parce que le Mexique va nous dire certaines choses, et, et les Nations Unies veulent aussi des informations qui viennent du terrain. Donc, ils vont également faire des recommandations. Et dans certains pays, il y a une invitation permanente. Ça veut dire que les portes sont ouvertes. On leur dit, vous pouvez venir quand vous voulez. 126 pays sur 181 ont donné ces invitations permanentes. Les autres pays exigent une invitation spécifique. Donc, on peut toujours s'y rendre sous d'autres formes aussi. Donc, ces experts ne sont pas toujours les bienvenus, mais ils peuvent également intervenir de façon non officielle pour se rendre à une conférence, à une réunion. Donc, on peut quand même, un groupe de la société civile peut les inviter et ils ne peuvent pas faire de rapport officiel aux Nations Unies, mais ils peuvent faire l'état des lieux de la situation. Et on peut espérer qu'il y aura une invitation officielle plus tard. Deuxième chose qu'ils peuvent faire, donc, c'est présenter un rapport, leur rapport annuel. Donc, ils remontent les informations du terrain aux Nations Unies. Alors, ça pourrait être soit au Conseil des droits de l'homme ou à la troisième commission de l'Assemblée générale. Ils expliquent ce qu'ils ont fait et comment, et ils font un rapport thématique. Par exemple, il y a eu une mission sur la discrimination sexuelle basée sur le genre et sur la thérapie pour forcer un changement d'orientation sexuelle, par exemple. Ça, c'est des choses qui ne se passaient pas comme ça autrefois. Ça, autrefois, on n'en parlait pas du tout. Mais maintenant, il y a un expert qui s'intéresse précisément à ce sujet de l'orientation sexuelle et du genre et qui parle de cette thérapie aux Nations Unies.
grâce à ces experts, les Nations Unies s'intéressent maintenant à ces questions qu'autrefois, sur lesquelles elles ne touchaient pas. Ils font également un compte-rendu en cas de visite pays. Et là, ils feraient, là, par exemple, le point sur le Mexique aux Nations Unies. Il y a toujours des préconisations, donc soit sur le thème particulier ou sur le pays particulier, selon les cas. Ils peuvent également envoyer ce qu'on appelle des communications. Donc, tout le monde peut contacter ces rapporteurs spéciaux, ces procédures spéciales, sur quelque chose qui se passe, qui pourrait se passer, ou quelque chose qui peut concerner un cas particulier ou une politique. Donc, c'est une façon de dire à votre gouvernement, je vois bien ce que vous êtes en train de faire, mais il va falloir régler ce problème. Ou alors, il faut changer cette politique à l'avenir. Donc, ces experts peuvent envoyer de telles communications et on peut faire une demande à ces experts d'envoyer une telle communication. Donc, s'il y a des violations des droits de l'homme, on veut le savoir. Par exemple, il peut y avoir un appel à l'action sur des personnes qui peuvent être expulsées. Ils peuvent demander au gouvernement de ne pas expulser telle et telle personne parce que leur dossier n'a pas été traité de façon équitable. Et ou en cas d'exécution qui pourrait se passer sous peu. Donc, si vous voyez que quelque chose est sur le point de se passer et doit être arrêté, vous pouvez les contacter. Donc, il y a également les lettres d'allégation. C'est lorsque l'on veut compenser d'une certaine façon les victimes de quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui a été emprisonné, expulsé, c'est l'expert qui écrit au gouvernement pour dire voilà, il s'est passé telle et telle chose et nous vous demandons d'intervenir, de changer les choses. Donc les communications, c'est souvent sur la législation et les politiques spécifiques. Et dans ce cas-là, il faut leur demander de façon précise de quelle politique il s'agit et d'écrire au gouvernement sur tel et tel point de la politique. Ou comment faire pour modifier la politique ou la procédure ou pour rejeter une loi. Il y avait une loi qui a été prévue en Australie qui aurait limité le droit à s'exprimer en cas de manifestation, par exemple. Et le rapporteur a dit de ne pas adopter cette loi. Et ça n'a pas été la seule partie de la campagne contre ce projet de loi, mais ça a contribué à la rejeter. Et la quatrième chose, c'est elles peuvent intervenir en tant que pour sensibiliser. Donc, ils peuvent passer par les médias et il peut y avoir des communications des experts au gouvernement. Ils peuvent également sensibiliser les gens pour augmenter l'attention qui est portée à un problème. Par exemple, il y a un expert sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre a publié quelque chose sur l'impact de la COVID et sur l'isolement que ça causait. Donc, c'était dans l'espace public, tout le monde a pu voir ces préconisations. Il y a eu des séminaires, des consultations sur ces événements, là où on peut faire appel très directement au gouvernement d'intervenir. Si c'était les 4 choses que je voulais vous dire, mais je ne vais pas passer à l'emploi. L'autre chose, Donc c'est également de sensibiliser les gouvernements sur les droits humains.
Donc notamment par rapport à tout ce qui sont les démarches sur les identités de genre, la sexualité, l'orientation sexuelle. Donc encourager les personnes à comprendre ce qui se passe au niveau national. Donc il va y avoir des préconisations qui peuvent être générales. Et je me réfère à nouveau sur la présentation de l'expert indépendant. Donc il a publié des directives pour, pour savoir comment répondre à cette pandémie, notamment avec des consultations avec la société civile et ne pas avoir les impacts négatifs sur cette communauté que nous avons pu voir. Et également, ils peuvent débuter des procédures juridiques. Donc il y en a beaucoup, euh, mais je veux qu'on ait un peu de temps pour parler en particulier des quatre premiers points, donc les visites, les rapports, les communications et la sensibilisation, et vous donner un petit peu une idée de comment est-ce que vous pouvez vous engager, comment est-ce que vous pouvez utiliser ces mécanismes. Donc le premier, donc, ce sont les visites dans les pays. Donc demandez à un expert de venir dans votre pays. Donc les inviter spécifiquement, leur dire voilà, j'aimerais que vous veniez, c'est pour cette raison et c'est ce sur quoi j'aimerais que vous vous penchiez. Et donc voilà, donc il faut demander, par exemple, il y a un cas de torture, dans ce cas-là, voilà, on demande à la personne de venir. Si c'est par rapport à l'albinisme, eh bien, il faut se focaliser sur les experts pertinents. Et vous pouvez également le mentionner lors, par exemple, de réunions Zoom, poser une question. Voilà, j'aimerais que vous veniez dans notre pays. Voilà la raison et j'aimerais que nous puissions en discuter. Bien sûr, il faut avoir une invitation permanente dans le pays pour qu'ils soient autorisés à venir. Mais sinon, ils peuvent considérer des visites non officielles pour venir à des consultations, des réunions, par exemple. Vous pouvez également vous diriger vers les institutions universitaires qui peuvent ensuite tenter d'inviter ces experts, donc leur mentionner que vous pourriez les inviter ensemble. Et ensuite, cela permet de démarrer les démarches pour qu'ils puissent venir à l'avenir. La deuxième chose, donc c'était ces rapports thématiques. Donc, pour mentionner comment vous pouvez influencer cet aspect, notamment nous avons parlé des thérapies de conversion, de changement d'orientation sexuelle. C'est un problème qui est très important en ce moment et nous pensons qu'il y a plus de données à récupérer, plus de recherches à faire. Donc lorsque vous pensez que vous avez une idée d'un thème particulier qui devrait être discuté, eh bien vous pouvez en parler à des experts pour qu'ils puissent préparer un rapport. Donc c'est peut-être un but à long terme. Leur dire voilà, d'ici 3 ans, j'aimerais que vous fassiez un report sur ce thème en particulier. Ce sera sûrement plus réussi si vous puissiez en discuter avec plusieurs personnes, d'avoir une coalition. Nous, en tant que groupe, notamment par rapport à cette thérapie de conversion, nous voulons en discuter, nous voulons avoir un rapport. Une autre manière de s'engager avec donc ces rapports, c'est de répondre aux demandes d'information. Donc, notamment avec les données, puisque ces rapports, donc il y a des données, mais également tout ce qu'ils peuvent récupérer des acteurs locaux. Donc sur le site des Nations Unies, il va y avoir des partages, des appels pour de l'information. Donc quelle est la situation des femmes dans votre pays? Comment est-ce que vous pouvez défendre les droits de ces personnes à cet endroit-là? Donc vous pouvez répondre à ces appels dans vos pays, soit sur les meilleures pratiques ou sur les violations des droits sur les sites des Nations Unies. Donc le troisième point, c'est sur les communications. Donc c'est lorsque les experts envoient un communiqué au pays en disant voilà, arrêtez de faire cela ou ne passez pas ce projet de loi. Et toute personne peut y répondre en disant voilà, c'est ce qui m'est arrivé
ou c'est arrivé à mon collègue, à ma famille, et donc montrer ce que le gouvernement a fait ou n'a pas fait. Donc il y a un formulaire en ligne pour pouvoir répondre, donc qui est assez simple. Donc la manière de soumettre ces informations est très simple. Et enfin, donc les communiqués de presse et déclarations. Donc vous pouvez demander à ces experts à ce qu'ils fassent un communiqué pour pouvoir donc soutenir votre démarche. Vous pouvez leur demander de publier quelque chose en ligne, de faire une déclaration lors d'un événement, de parler dans certaines circonstances. Notamment, il y a eu donc une déclaration jointe sur la visibilité des personnes transgenres. Et également, donc, lors d'un événement particulier, il y a eu une demande pour que certaines femmes soient relâchées. Donc les procédures spéciales manquent de ressources encore. Comme j'ai dit, c'est une personne, donc un expert qui est titulaire de ce mandat, donc dans le monde entier. Donc, ou un groupe de travail. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc généralement, il y a un ou deux membres du personnel, ils ne peuvent pas répondre à toutes les requêtes. Ils répondent rapidement, mais ils ne peuvent pas toujours répondre à tout le monde. Donc c'est pourquoi il est important de définir comment est-ce que vous travaillez avec eux. Vous pouvez prendre ce qu'ils font et l'amplifier. Vous pouvez traduire les rapports, puisque d'habitude, ils sont uniquement dans les 6 langues des Nations Unies. Vous pouvez les disséminer, les diffuser lors de groupes de travail. Vous pouvez les utiliser notamment pour exercer une pression sur certains gouvernements en disant voilà, c'est ce qui viole mes droits. Vous pouvez les utiliser, donc ces procédures, pour amplifier vos défenses des droits. Et vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux, toutes les ressources pour mettre en lumière les choses qu'ils font. Puisque plus de personnes sauront ce qu'ils font, plus ça aura un impact. Donc voilà, je vous ai donné beaucoup d'informations. Mais voilà, c'était les 4 points particuliers, donc les visites dans les pays, les rapports thématiques, la communication et ces communiqués de presse. Donc voilà, donc ils sont là pour vous, mais il y a pas mal de choses à faire. Donc est-ce qu'il y a des questions? Donc merci beaucoup Tess pour cette introduction assez exhaustive. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a déjà la première question de la section questions-réponses. Je vais la lire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans cette boîte de dialogue questions-réponses, Q&A. Donc, nous avons la première question. Tess, comment est-ce que nous pouvons contacter ces experts, notamment avec les organisations qui travaillent avec les personnes avec les problèmes d'orientation sexuelle? Donc, à la fin de cette présentation, ce sera partagé avec vous. Donc, nous allons avoir pas mal de ressources. Et il y aura donc également le site de l'HCDC. Et nous allons avoir les coordonnées. Et il y aura donc les liens de chaque site. Donc, vous pourrez envoyer un email directement à ces personnes avec votre demande. Ou vous pourrez envoyer une communication, donc une violation en particulier que vous voulez faire entendre. Et vous pourrez utiliser ce formulaire. Donc, nous allons vous donner ces 2 liens à la fin de cette présentation. Et généralement, ce que vous faites, c'est que vous envoyez un email et c'est géré par un membre du personnel, un assistant, et ensuite ce sera transféré. Et une autre chose que vous pouvez faire, c'est contacter des organisations comme par exemple notre organisation Choice ou l'ISHR. Et notre rôle, voilà, c'est de soutenir votre engagement, d'être une passerelle. Donc, si vous contactez les procédures spéciales et vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous pouvez nous contacter directement en disant, voilà, c'est ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire de plus?
et nous allons vous aider à vous connecter, nous allons vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin. Merci beaucoup, Tess. Je vais vous laisser avec 2 autres questions pour le moment et nous aurons une autre séance questions-réponses par la suite. Donc, il y a plusieurs questions similaires de la part de plusieurs personnes dans la République démocratique du Congo. Donc, qui sont ces experts et comment est-ce que vous devenez un expert au sein des Nations Unies? Qui sont ces personnes? Et l'autre question, donc, lorsque les procédures spéciales voyagent, qui paie pour leur voyage? Est-ce que nous, en tant qu'organisation, nous devons payer pour leurs frais? Donc, ces questions sont très pratiques, je les aime beaucoup. Donc, la première, qui sont-ils? Donc, toute personne peut se nommer, peut être nommée pour être un expert. Donc, c'est créé, c'est une partie des Nations Unies. Donc, ils sont créés lorsqu'il y a une inquiétude particulière. Donc, notamment, nous avons parlé des experts indépendants sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Ça a pris beaucoup d'années pour que ce soit créé. Et ensuite, une fois que le rôle existe, toute personne peut se nommer pour ce rôle. Il y a une liste de toutes les personnes qui sont nommées. Et ensuite, il y a un organisme qui va décider et nommer la personne à la fin. Donc, généralement, ce sont des personnes qui ont une certaine expertise dans ce domaine. Ils travaillent soit dans le gouvernement, pour la société civile ou dans la recherche. Ils doivent avoir une certaine légitimité dans le sens où ils doivent comprendre ces problèmes et également leur identité. Donc, c'est une question. Donc, comment est-ce qu'ils sont payés? La plupart d'entre eux, souvent, venaient d'institutions universitaires, puisque si vous êtes à l'université, vous recherchez, vous faites des recherches dans ce domaine, cela donnait un peu de souplesse, puisque vous ne pouvez pas vivre sur l'argent que vous pourrez recevoir, les indemnités en tant qu'expert. Donc les personnes des universités pouvaient le faire à cause de cette souplesse. Pour les membres de la société civile, le dernier rapporteur spécial pour la défense des droits des femmes venait d'une organisation très importante. Et généralement, ils restent pendant 3 ans et ensuite ils peuvent avoir un nouveau mandat de 3 ans, mais ils ne peuvent avoir donc au total que 6 années en tant qu'expert ou rapporteur. Et donc pour répondre à la dernière question, donc ils ne sont pas payés pour leur travail aux Nations Unies, mais on leur paie leur voyage, leurs frais de déplacement. Donc, et ils sont payés donc pour leur déplacement et avec une certaine somme par jour pour pouvoir acheter les ressources dont ils ont besoin sur place, etc. Donc ces coûts sont couverts par les Nations Unies. Merci beaucoup, Tess. Je vois plus de questions. J'espère que nous aurons le temps de revenir vers vous par la suite. Je suis vraiment content de voir qu'il y a déjà beaucoup d'engagement de votre part. J'ai promis plutôt que je reviendrai sur les résultats de sondage. Donc nous avons vu que plus de 60 personnes ont rempli le sondage. Donc 23 représentants de l'Afrique, 19 d'Europe, 13 d'Asie et 1 d'Antarctique. Mais la moitié de nos participants aujourd'hui se considèrent comme jeunes et le reste comme se sentant jeunes, ce qui est très bien également. Et la majorité des participants aujourd'hui se considèrent comme étant des débutants dans ce domaine. Et seulement quelques-uns se considèrent comme intermédiaires. Donc je pense que je suis ravie d'avoir un groupe aussi divers de par le monde. Donc continuez à poser vos questions dans la section questions-réponses, Q&A. Et nous y reviendrons par la suite si nous avons le temps. Et pour le moment, nous allons continuer. Et donc, je suis ravie de présenter ma collègue Poppy,
qui va présenter les droits des jeunes au sein des procédures spéciales et quels sont les problèmes dans ce domaine. Donc Poppy, c'est à vous. Merci Ben et merci Tess pour cette très bonne présentation. Donc bonjour à tous. Nous avons vu comment ces procédures spéciales sont donc un mécanisme de responsabilité. Et je vais voir s'ils arrivent à répondre à ces besoins et pourquoi il est important de vérifier comment sont appliquées ces procédures spéciales. Donc, prochaine diapo. Pour que certaines choses soient faites, nous devons faire en sorte que les personnes qui prennent ces décisions soient sensibilisées aux soucis, aux problèmes. Donc aujourd'hui, nous avons cet index et en 2020, nous pouvons voir que seulement 59% des rapports des procédures spéciales mentionnent la jeunesse et seuls 27% de ces rapports les mentionnent dans plus d'une phrase. Bon, vous pouvez dire, bon, c'est plus de la moitié des rapports, donc c'est bien. Mais même si c'est important de créditer le travail de certaines personnes, nous devrions aller plus loin. Donc 59% de ces rapports le mentionnent la jeunesse une fois, alors qu'il y a beaucoup de choses qui concernent. Donc, ce qui veut dire que 41% de ces rapports laissent la jeunesse de côté. Donc, par exemple, l'un des rapporteurs spéciaux en 2019 ne mentionnait pas du tout les jeunes, alors que ce rapport se focalisait sur le dérèglement climatique et la pauvreté. Et du coup, en fait, ces jeunes personnes n'ont pas été mentionnées. Aujourd'hui, il y a un grand risque pour ces personnes. Et ils seront ceux qui vont devoir gérer les conséquences de ce qui se passe en ce moment, notamment par rapport au dérèglement climatique, avec la sécurité au niveau de la nourriture, dans les Caraïbes, en Afrique, où nous avons plus d'1 milliard de personnes. Si nous les excluons, ce n'est pas seulement le fait de les exclure, mais ça devient dangereux. C'est un exemple concret de là où ces jeunes sont exclus, sont mis de côté. Les preneurs de décision ne les prennent pas en compte. Eh bien, sans les inclure, nous avons un risque plus important de ne pas être protégés dans ces situations. Ce qui veut dire que les gouvernements ne nous permettent pas d'avoir une protection juridique non plus. Donc, cet index, puisque nous voyons que si les rapports ne mentionnent la jeunesse qu'une seule fois, ce n'est pas suffisant. Donc, quelles sont les préconisations? 27% parlent de la jeunesse et pourtant ce n'est sûrement pas suffisant. C'est trop petit pour vraiment représenter la réalité de la vie de ces personnes. Et donc, il est impératif que nous puissions mettre plus en question ces soucis pour que nous puissions inclure ces jeunes dans ces rapports. Et il doit y avoir plus de représentation dans les réunions, dans les consultations des mécanismes de procédure spéciale. La jeunesse doit être écoutée et nous devons la prendre en compte et les rapporteurs le doivent également. Et ils doivent donner des préconisations qui incluent tout le monde. Donc la dernière chose, pourquoi est-ce qu'il est important de discuter des jeunes et inclure, donc d'avoir du langage inclusif? Eh bien parce que si nous n'avons pas une référence explicite à la jeunesse, eh bien ils sont généralement mis de côté par ces preneurs de décision, ces décisionnaires. Donc les experts des Nations Unies ont une perspective négative que ces jeunes ne veulent pas participer ou ne peuvent pas, n'en sont pas capables. Et les rapporteurs spéciaux pensent que peut-être leur perspective n'est pas pertinente dans certains problèmes. Donc, je vais vous donner un exemple positif que Tess a mentionné plus tôt. Donc, en 2020, l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre a présenté donc, son rapport sur la thérapie de conversion et il a mis en lumière les effets sur la jeunesse.
Il a mentionné particulièrement la protection des jeunes, ce qui est vraiment bien. Et cette recommandation a rendu la chose plus difficile pour les gouvernements de cacher ce souci. Et nous espérons que cela va améliorer les choses dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, Poppy. Donc, merci de ces statistiques de ce qui se passe lorsque les jeunes sont spécialement cités dans les procédures spéciales, hein. Et nous aimerions croire que les jeunes ne sont pas suffisamment inclus et que ceci peut se corriger. Et je pense que c'est l'importance de la discussion d'aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des manques, mais certaines procédures spéciales sont prêtes à travailler avec nous et on a eu de très bons exemples et de choses qu'on a pu réussir à faire de la sorte. Donc, cette présentation parle de la pertinence de notre engagement. Maintenant, nous allons parler de la façon de nous impliquer, comment rentrer dans ces procédures spéciales. Et je vais donc passer la parole à Aditi, qui va nous parler de cette participation des jeunes dans ces rapports thématiques. Oh, this is very faint. Donc, l'intervenante parle, le son est très très bas. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que les procédures spéciales et ces rapports qui sont rendus par les experts indépendants. Oh, yeah. Je voudrais donc approfondir le travail des experts indépendants et vous parler plus en détail de ce que c'est que de travailler avec eux, en particulier celui qui concerne les études sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Donc, le mandat cet expert en particulier, il a été créé par le con en 2016 pour une période de 3 ans. Et il a été renouvelé en 2019. L'expert actuel est Thématico Boros, qui a été nommé à la fin 2017 et son mandat, c'est comment mieux protéger les jeunes contre la discrimination sexuelle et l'identité de genre. Donc, comme Tess l'a dit, c'est un professeur de Harvard et il continuera d'y être jusqu'à la fin du mois. Donc, vous pouvez lui le communiquer jusqu'à là. Donc, pour entrer en contact avec un tel expert, c'est d'envoyer des informations pour leurs rapports thématiques qui seront ensuite présentés aux Nations Unies et à l'Assemblée générale, à la troisième commission. Alors, ces rapports thématiques sont constitués de constats et de préconisations sur l'organisation de la société et les acteurs de la société. C'est donc, il vise un moyen, c'est un autre outil, c'est une façon d'agir, d'être militant, de prendre la défense des droits de l'homme, donc où l'on dit voilà, on a trouvé tel problème et voilà ce que l'on préconise qu'il faut faire comme correction. Donc, ça nous intéresse particulièrement ce qui concerne les jeunes, parce que c'est comme ça qu'on attire l'attention de nos gouvernements. La première étape, c'est de voir qu'on a lancé un appel sur un sujet, qu'on a avancé. Après ça, donc cet appel, ça se fait pas au moyen d'un questionnaire.
C'est très utile, c'est un bon point de départ, mais ça n'est pas l'ensemble des arguments. Donc, si vous faites ça pour la première fois et seul, ça, vous verrez que ce questionnaire est très utile. Ça a été le cas pour moi et pour d'autres, et Choice en particulier. Donc, on avance ces arguments. Euh, le, il peut y avoir plusieurs réponses à cet appel et ensuite ça va au bureau des experts indépendants qui fait un compte rendu. Ensuite, ça devient un rapport officiel qui est présenté au Conseil des droits de l'homme. Donc, ils font le tri des informations et ils choisissent ce qui est le plus important, le plus utile. Nous avons eu l'occasion de faire 2 rapports que nous avons présentés aux experts indépendants. Nous faisions partie d'un consortium et ça a été présenté au Conseil des droits de l'homme et l'autre, c'était sur la COVID. Notre participation dans ces rapports a été citée dans le rapport définitif, en partie à cause de l'action de Choice et de l'intérêt de l'Assemblée. Donc, en particulier, les violations des droits de l'homme qui touchent les jeunes et l'ensemble de la communauté des Nations unies, les gouvernements. Comme Poppy l'a dit, 27% des procédures sociales parlent de la jeunesse dans plus d'une phrase. On peut faire beaucoup de choses avec une phrase, mais il vaut mieux faire pression et il nous faut avancer des arguments sur des sujets qui touchent les jeunes. On a eu beaucoup de chance de voir nos arguments repris dans le rapport définitif. Et je vais vous indiquer comment ça se passe lorsque l'on veut avancer et présenter son propre mémoire et comment faire pour que les jeunes y figurent de façon plus importante. Alors, comment faire pour présenter son propre mémoire? C'est déjà de penser à ce que l'on a déjà comme ressource. Lire le questionnaire, c'est un bon point de départ qui vous donne une idée sur l'angle qu'attend l'expert de vous et ce que vous pourrez avoir dans votre mémoire. Vous pouvez voir des exemples de rapports sur le site et on vous donnera la liste de ces points de repère. Donc, pensez à ce que vous connaissez déjà du sujet, quelles sont les données dont vous pouvez disposer, qui travaille sur ce sujet et quelles sont les personnes qui sont directement touchées, quelles sont les parties, les intéressés. Et il faut mieux avoir une vue d'ensemble sur la question. Il faut être aussi objectif que possible. Donc, la première chose à faire, c'est de penser à qu'est-ce qu'on sait déjà sur le sujet. La deuxième étape, c'est d'assembler tout ce que vous voulez faire figurer dans votre mémoire. D'abord les données. Donc, il faut avoir des bons arguments qui sont des données pays avec des exemples particuliers de violation des droits de l'homme ou des anecdotes, des exemples vécus. Il n'est pas besoin d'examiner des tas et des tas de données pour donner de la crédibilité à votre mémoire. Et l'expert indépendant s'en servira dans son rapport définitif. Autrement, le manque de données peut montrer des choses importantes, par exemple que le gouvernement n'est pas prêt à regarder ces violations ou les agences chargées de recueillir les données ne s'intéressent pas au sujet. Donc ça peut être aussi, le manque de données peut être un argument.
Le deuxième point, c'est la diversité. Donc, chercher à avoir des avis de différentes personnes et parties, des intéressés, des autres ONG, des preneurs de décision. Donc, encore une fois, pour être aussi complet, aussi objectif que possible. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Et pour terminer, donc, tout ce que vous avancez doit être accompagné d'une citation. Oh, l'expert ne saura peut-être pas de quoi vous parlez en précisément quel pays, quel cas. Donc, il faut citer, même si c'est quelque chose qui vient de votre propre site, vous pouvez ensuite, ça peut être repris par l'expert dans son rapport. Alors, la structure de votre mémoire. Donc, sur les deux sujets que j'ai présentés pour Choice et on n'a pas été on s'est pas limité au questionnaire. On peut aller au-delà et parler d'aspects qui, selon vous, manquent à ce questionnaire. Le questionnaire ne part pas de l'idée que c'est un document très complet, c'est un point de départ. Donc, il faut commencer par une introduction générale, très générale, qui explique bien l'environnement dans lequel le problème se situe, les aspects socio-économiques, culturels. Et ça peut être très utile en cas d'exemple vécu. Donc là, il faut que l'introduction soit très large pour bien situer le problème. La deuxième chose, c'est l'aspect des politiques. Ça, c'est plus difficile parce que s'il n'y a pas de politique en place, il faut structurer vos arguments et vos préconisations euh, autour de ces politiques qu'il va falloir établir. Donc, s'il en existe, on peut expliquer ce qu'elles font, ce qu'elles devraient faire, là où ça ne marche pas. Et là, vous pouvez parler de ce que le gouvernement fait déjà. Et pour terminer, le troisième aspect, ce sont les bonnes pratiques. Donc, par exemple, comme pour les politiques, ça ne peut pas, ça peut dépasser votre région. On peut parler de ce qui a marché dans d'autres régions sur ce point précis des violations des droits de l'homme. On peut parler, on peut donc insérer dans les préconisations qui doivent être aussi pratiques que possible pour qu'elles figurent dans le rapport définitif. Et comme ça, vous pouvez vous tourner vers votre gouvernement avec des choses pratiques à faire et avec la sanction de l'expert indépendant qui les a insérées dans son propre rapport. Alors, quelles sont les choses à éviter? Euh, Nous avons au passé essayé de réunir un consortium sur les violences et la discrimination contre les femmes. Bon, pour des raisons de temps et autres, on n'a pas réussi à monter ce consortium parce qu'il était difficile, impossible de tout mettre dans un document de 10 pages. Et ce consortium avait des intéressés qui disaient des choses très semblables. En fait, il fallait de la diversité dans les idées et c'est pas toujours possible. On peut pas non plus tout mettre. Il faut parler des choses les plus importantes, des messages les plus importants à communiquer et les choses que vous aimeriez voir l'expert prendre en main.
mais il n'est pas nécessaire ou indispensable de bâtir un consortium. Un seul activiste, un seul militant ça sera plus dur, mais c'est possible. Il faudra surtout rechercher des points de vue d'autres personnes. Et il ne faut pas que ce soit uniquement votre point de vue que l'on retrouve dans ce mémoire. Donc c'est possible, mais ça peut être difficile la première fois. Mais essayez et voyez les perspectives que l'on vous communique et, et veillez simplement à avoir beaucoup de diversité d'idées dans votre rapport. Alors en dernier, non, non, ce qu'il faut avoir, c'est une grille de contrôle pour le mémoire. Donc, premièrement, il faut citer vos sources. Citer tous les auteurs qui ont contribué à dont vous avez utilisé les idées. Euh, N'oubliez pas d'indiquer précisément quelles sont les politiques, les données, les articles. Et pour terminer, la clarté. Donc ça, c'est pour parler à votre gouvernement national. Si si vous vous exprimez de façon claire, ça sera beaucoup plus facile de faire valoir vos idées auprès de l'expert et du votre gouvernement. Donc c'est là que je vais m'arrêter. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. J'espère que ceci vous a été utile. Merci. Merci, merci de cette description de la façon de présenter un mémoire et d'avancer des arguments. Nous avons un autre intervenant avant de passer aux questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Et de même, ça sera en français et en anglais. Donc, vous verrez vous pourrez voir beaucoup de sujets. Je vais maintenant passer la parole à Alois Azege du Nigeria. Il parlera de son expérience avec un expert spécifique. Allô, voilà, vous avez la parole. Bonjour, bonjour du Nigeria. Donc, je suis Alou Azege. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, au Nigeria, la vie a été difficile pour une communauté particulière. Il y a eu un certain nombre de violations des droits de l'homme. Nous avons nous-mêmes soulevé la question avec des Nations Unies. Je voulais parler de la SSMPA. Il s'agit d'une loi sur l'interdiction de mariage qui interdit les relations entre personnes du même sexe. Ceci a donné lieu à de nombreuses infractions aux droits de l'homme dans différentes communautés. Et nous recevons des informations tout le temps, par exemple, des gens qui sont expulsés de leur domicile par leurs propriétaires. Il y a eu des gens qui se sont fait battre, littéralement, qui ont été harcelés parce qu'ils se tiennent par la main et qu'ils sont du même sexe. Donc, au Nigeria, voilà, c'est le genre de choses qui se passent. Donc là, on ne parle pas du tout de leurs droits. Là où je travaille, nous travaillons avec des gens, nous voulons être inclusifs. Nous pensons qu'ils devraient avoir accès à ces droits. Et la rapporteure spéciale a été très chargée et nous nous sommes rendus disponibles pour sa visite
pour que le processus soit équitable et de voir comment les visites se passent. Donc, en cas de visite pays, comment participer? Déjà, il faut savoir si la visite est annoncée. Donc, on part aux informations, on va chercher des informations sur quand la visite est annoncée. Et lorsque le Nigeria a ouvert ses portes, je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés qui allait en sortir, parce que c'était une bonne étape déjà de savoir qu'il se passait quelque chose et que quelqu'un allait venir. Donc ensuite, on répond à l'annonce avec des grandes informations sur le sujet et on demande un rendez-vous. C'était important pour nous parce que nous savions que si l'on n'était pas intégré à cette discussion, on ne se ferait pas entendre. Et sur ces sujets qui nous préoccupent. Et c'était vraiment très important de s'intégrer, de rentrer dans ces rencontres avec et d'apporter des informations sur les communautés qui en avaient déjà assemblé. Et de façon à parler aux Nations Unies, nous savions que l'information risquait de ne pas passer autrement. Et donc, nous avons pu avoir un rendez-vous avec ce rapporteur spécial. Pour moi, ça m'a ouvert les yeux parce que quels que soient, quels que soient les problèmes que vous rencontrez dans votre pays, votre collectivité, votre société, les Nations Unies sont là et sont prêtes à écouter. Donc, on a eu cette rencontre lorsqu'ils sont venus. L'atmosphère était très simple, il n'y avait rien d'excessif. On a pris un café. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il voulait vraiment entrer en contact avec nous et nous écouter et vraiment comprendre ce qui se disait et ce qui ne se disait pas et vraiment comprendre le problème que nous soulevions. Ensuite, il y a eu une communication avec l'extérieur sur la visite du rapporteur que Choice avait communiqué. Et ensuite, nous multiplions les faits sur la presse. Nous savions que au Nigeria, ça ne se passerait pas si ce n'était pas nous qui allions le faire. Donc, ensuite, il y a eu une communication, une déclaration à l'ONU et au Conseil des droits de l'homme. Cette rapporteure n'était pas là pour parler du sujet des LGBTQ+, mais ils nous ont écoutés. Et il était clair que ce processus a vraiment été utile. Si on était passé par le gouvernement, ça n'aurait pas été annoncé. Mais nous sommes vraiment heureux d'être passés par cette méthode et d'avoir eu la visite de ce rapporteur, cette rapporteure spéciale. Pour nous, donc en particulier lorsque la déclaration a été lue, nous avions une participation active de notre part. Ensuite, on s'est rendu compte que ces points que nous avions soulevés sur la communauté LGBTQ+, que le discours a été entendu et qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que c'était utile, ça a été entendu et que les violations que nous subissons ont été entendues et sont connues. Et
j'espère que d'autres personnes participeront à ce processus et s'impliqueront, et parce qu'il faut vraiment toucher à ce sujet et se faire connaître. Voilà, c'est tout pour nous. C'était comme ça qu'on a vécu les choses. Si vous voulez en savoir davantage sur cette loi qui interdit le mariage entre personnes du même sexe, et, donc les personnes de cette communauté ont été ciblées et malgré leurs droits, le fait qu'ils ont des droits de l'homme, et il y a un vrai manque d'égalité. Donc, je peux redire que ce processus des Nations Unies a été très utile parce que les gens écoutent, rassemblez vos informations et faites connaître vos idées parce que vous êtes des citoyens comme les autres. Merci, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, merci de votre participation et d'avoir partagé cette expérience. Je pense que ce qu'il est très bon de savoir de cette, il faut en fait rassembler les éléments. Par exemple, il n'y a pas de rapporteur sur la jeunesse, mais la jeunesse fait partie de tous les sujets. Mais tous ces sujets touchent les jeunes femmes, la communauté LGBT, les jeunes sont partout. Donc, merci beaucoup pour avoir présenté cela. Donc, nous avons une nouvelle section questions-réponses. Donc, vous avez toujours la possibilité de poster vos questions dans la boîte Q&A. Nous avons une question de Irène, donc d'Indonésie. Y a-t-il une période spécifique entre le moment où il y a un appel et le moment où nous pouvons envoyer les informations pour les procédures spéciales, et où est-ce que nous pouvons trouver cette information? Est-ce que ce sera sûrement sur le site internet? Donc je vais demander à l'un des intervenants, peut-être Tess, si vous pouvez y répondre. Donc il y a généralement une annonce sur leur site internet qui disent qu'ils sont en train de mettre en place un rapport et qu'ils ont besoin d'informations. Ils vont mettre un questionnaire. Il y a également plusieurs procédures spéciales qui ont un email. Si vous allez sur le site de l'HCDH, donc chaque procédure spéciale va avoir son site. Et s'il y a donc des thèmes pour lesquels vous pouvez participer, vous pouvez directement les contacter. Sinon, vous pouvez juste garder l'œil sur ce qui est en train d'être fait. Il y a également une liste de mails de la société civile. Vous pouvez vous inscrire sur cette liste pour recevoir les informations. Je crois qu'il y a une lettre d'information hebdomadaire et peut-être mensuelle également. Et donc, ça va mentionner qu'ils ont besoin d'informations pour leur rapport. Ils vont vous donner le lien du questionnaire et la date limite. Donc, il n'y a pas tellement une date limite, une durée spécifique entre le moment où ils demandent les informations et le moment où il faut les envoyer. Il faut simplement qu'ils aient le temps d'accumuler ces informations, de traduire également le rapport dans les langues des Nations Unies. Donc, cela prend du temps pour que ce soit présenté aux Nations Unies. Donc, vous pourrez obtenir ces informations dans ce délai. Je vais vérifier les ressources, mais si nous n'avons pas créé tous les liens, eh bien, nous vous les enverrons directement. Nous allons nous assurer que tous les liens et toutes les informations pertinentes vous seront communiquées aujourd'hui. Et également, je vois plusieurs autres questions sur les rapports, notamment les liens des rapports qui ont été mentionnés par les intervenants. Où est-ce que je peux trouver les questionnaires? Donc nous allons nous assurer de vous partager ces informations afin que vous puissiez y accéder.
après cette séance aujourd'hui. Il y a une autre question de Don qui nous rejoint de la République démocratique du Congo. Donc, il est très clair que les experts indépendants qui travaillent ont nos intérêts, mais entre le temps où on peut avoir un rapport ou des communications et l'impact qu'il y aura sur le terrain, comment est-ce qu'il y a ce transfert? Je pense que c'est quelque chose dont nous discuterons un petit peu dans les prochaines diapositives. Je ne sais pas lequel des intervenants veut peut-être y répondre. Et est-ce que je peux mentionner également Poppy? Je ne sais pas peut-être si vous pourrez y répondre. Est-ce que vous pourrez répéter? Donc la question, donc si nous avons un rapport au niveau des Nations Unies ou une communication, combien de temps est-ce que cela prend pour que ça impacte sur le terrain? Est-ce que c'est un processus long, court? Donc quels sont les défis? Je veux dire que c'est un processus plutôt long, puisque les rapports des procédures spéciales sont souvent utilisés pour influencer sur les décisions. Et lorsque vous avez les décisions prises au niveau international, eh bien cela prend longtemps pour qu'ensuite ça descende au niveau national puis communautaire. Donc ça prend longtemps, mais cela va main dans la main avec la prise de décision, les changements d'attitude. Donc une fois que vous commencez à investir dans ces mécanismes des procédures spéciales, bien que ça prenne longtemps, cela crée beaucoup de changements. Donc j'espère que ça répond à la question. Donc ce que nous avons également vu récemment, donc Poppy parlait des rapports, des informations des politiques, et le niveau international peut prendre assez longtemps. Et c'est pourquoi nous avons ces informations sur ce que vous pouvez faire. Donc pour s'impliquer avec ces procédures spéciales, ça fait partie de votre campagne. Donc nous faisons également des campagnes pour militer, pour changer les attitudes. Une chose que j'ai pensé qui peut être assez utile, ces procédures spéciales ont essayé d'avoir un mécanisme un peu plus rapide avec les visites pays. Et donc, ils incluent des préconisations dans leurs rapports qui sont ensuite soumis aux Nations Unies. Et ces rapports, en fait, sont partagés, ces préconisations, ces recommandations, avec les États un peu plus tôt. Donc, le temps entre la visite et le rapport, une fois qu'il est finalisé, même s'il y a donc ce temps, eh bien, il y a quand même des discussions, des dialogues avec le pays, avec l'État. Et ensuite, une fois que le rapport est finalisé, les Nations Unies peuvent revérifier. Donc, ça peut commencer un dialogue et je pense que c'est un développement positif par rapport aux procédures spéciales. Mais je pense que la question principale, c'est comment est-ce que nous pouvons réussir à transférer ce qui se passe au niveau des Nations Unies sur le changement réel sur le terrain. Je peux également ajouter une chose. C'est un peu une contradiction. Ça prend longtemps pour qu'il y ait des changements au niveau des politiques sur le terrain. Mais il y a des exemples où cela s'est passé plus rapidement. Si nous revenons sur l'expert indépendant sur la SOGI et le rapport sur la thérapie de conversion, ce rapport a été présenté en juillet. Mais je crois que cela a été mis ensemble au début de l'année et il y a eu plusieurs États qui ont par la suite criminalisé, qui ont mis en tant que délit, en tant que crime, cette thérapie de conversion. Donc finalement, cette conversation a été débutée. Il y a eu une certaine communication autour de ce sujet. Donc si vous militez sur ce domaine, sur ce thème, eh bien ça peut avoir du changement. Donc merci Poppy. En effet, les Pays-Bas sont l'un des premiers pays qui sont en train de faire de cette thérapie de conversion un crime. Thèse, je crois qu'il y a 2 questions pour vous.
Donc, puisque nous avons peu de temps, nous allons suivre avec votre partie et puis peut-être nous pourrons répondre aux dernières questions s'il nous reste un petit peu à la fin. Donc, est-ce que ces experts indépendants sont payés? Est-ce qu'ils obtiennent un salaire de la part des Nations Unies? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous devez faire partie d'une organisation pour soumettre quelque chose aux procédures spéciales? Est-ce que vous avez besoin d'un statut particulier aux Nations Unies ou est-ce que n'importe quelle personne peut le faire? Merci. Donc la réponse, c'est qu'ils n'obtiennent pas de salaire. Ils ne sont pas payés avec un salaire annuel ou mensuel. C'est qu'ils ont... Donc j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est donc les frais de déplacement qui sont payés s'ils font une visite pays, le voyage en avion, le logement, ces coûts voilà, sont couverts et ils ont donc cet argent qu'ils peuvent obtenir par jour pour leur recherche. Et également le temps qu'ils passent à faire ce rapport lorsqu'ils sont encore sur le terrain, eh bien, ils vont être également couverts. S'ils doivent aller à des réunions, etc., ce sera également couvert. Donc voilà, ils n'obtiennent pas un salaire, mais les ressources, les déplacements vont être pris en charge. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas besoin de faire partie d'une organisation, vous pouvez en faire partie, de même des organisations non officielles, notamment dans certains pays, lorsqu'on travaille sur les droits des personnes LGBTQI+, si vous, en tant qu'individu, lorsque vous pensez à toutes ces informations à rapporter, ils ont besoin de savoir quelle est la réalité sur le terrain. Donc, votre version est importante. Si vous faites partie d'une organisation, c'est aussi très bien. Et plutôt, j'ai aussi mentionné que ces communications, généralement, elles sont partagées par des individus et aussi par des organisations. Mais moi, par exemple, je peux partager quelque chose qui dit que ma sœur a été enlevée et donc ça vient de moi, même si c'est à propos d'elle. Donc c'est son identité, quelle loi et quels sont les droits qui ont été violés à son encontre. Mais c'est moi qui en parle. Donc il y a différentes manières de pouvoir communiquer, de pouvoir partager, que ce soit au sein d'un groupe, d'une organisation ou vous-même. Donc je vais parler maintenant de notre dernière section. Je vais essayer d'aller un peu vite pour voir si nous avons du temps pour des dernières questions. Donc sur l'impact national, nous avons parlé des visites pays et s'impliquer dans ces visites pays. Nous avons également parlé du fait de donner également des informations pour ces rapports. Et ici, nous avons des exemples qui montrent différentes manières de s'impliquer. Comme je l'ai dit plus tôt, votre implication avec les Nations Unies au sein des procédures spéciales, ça fait partie des outils. Donc c'est en plus des campagnes que vous faites au niveau national. Donc rapidement, nous en avons parlé un petit peu de ces visites de pays. Donc c'est une visite de pays qui s'est déroulée en 2016. Et je pense que cela s'aligne un peu avec ce dont nous avons déjà entendu parler avec la rapporteure spéciale. Donc c'était quelque chose qui était très connecté avec la société civile et au niveau national pour déterminer les thèmes et s'assurer qu'il y avait de différents groupes qui étaient impliqués. Et dans le rapport, donc notamment sur les droits des femmes, de la communauté LGBTQI+, et autres. Donc il est important que vous puissiez discuter avec une variété de personnes, de groupes. Donc la société civile a fait quelques déclarations, a utilisé les réseaux sociaux pour mettre en lumière ce qui a été discuté. Donc lorsque le rapporteur spécial a présenté son rapport aux Nations Unies, il pouvait se référer directement à ce qui s'était passé
et nous pouvons voir les actions, les recommandations qu'il avait mis dans ce rapport. Donc, comment est-ce que comment nous utilisons le travail du rapporteur pour mettre en lumière ce que les autres groupes sont en train de faire également? Donc, vous pouvez également demander à des actions conjointes, des communications conjointes, des déclarations conjointes. Si vous demandez une déclaration, par exemple sur les droits des femmes, les droits des communautés LGBTQI, vous pouvez écrire à ces 4 experts différents de ces 4 groupes et avoir une déclaration conjointe. Je pense que ça peut être une bonne manière d'avoir un impact plus important. Puisque si vous avez une communication avec 4 groupes, peut avoir plus d'impact, plus de poids. Donc la prochaine diapositive, c'était quelques images qui met en lumière ce qui se passe durant les visites pays. Donc montrer les photos de qui est dans la salle, donc les discussions que le rapporteur spécial avait. Donc la suite, c'est un cas qui est lié donc au droit. Donc il y avait des lois assez restrictives. Donc c'était par rapport à un projet de loi pour stopper l'avortement, donc qu'il tentait de passer en Pologne. Et la société civile devait donc on tentait de discuter avec les procédures spéciales sur la discrimination contre les femmes. Et ils ont demandé à avoir un communiqué de presse pour que le gouvernement rejette ce projet de loi et ils ont fait ça. La loi n'est pas passée. Et je pense qu'il est intéressant, c'est que cela continue. Récemment, je ne sais pas si quelqu'un d'autre vient de ce pays ou de cette région, mais il y a encore une pression de la part des groupes conservateurs de pouvoir passer ce genre de projet de loi. Ils tentent d'utiliser les procédures juridiques des tribunaux pour continuer leur bataille. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez utiliser ces procédures spéciales pour ajouter, amplifier ce que vous faites en ce moment. Aujourd'hui, voilà, nous avons des femmes qui manifestent dans la rue. Donc vous pouvez avoir des éléments pour soutenir ce genre de choses. Et le dernier exemple que je voulais donner, c'est quelque chose qui est toujours continu, qui est encore en cours. Ce travail n'en finit pas. Mais il y a encore des détentions arbitraires de femmes en Arabie Saoudite. Et il y a notamment des cas où il y a des détentions depuis 2018 et certaines font l'objet de torture et n'ont pas accès à des remèdes lorsqu'elles sont malades. Donc les pays ont démontré leur inquiétude au sein des organisations internationales. Et donc il y a eu des communications où les procédures spéciales ont communiqué directement avec le gouvernement d'Arabie Saoudite, mais ces 5 femmes sont toujours en prison. Et donc l'expert a mentionné, donc voilà, nous savons ce qui se passe, nous allons le mentionner dans le monde. Et quand on fait une espèce de condamnation en public, eh bien, il peut y avoir un impact pour peut-être que ces 5 femmes soient relâchées. Donc pour le moment, elles sont encore détenues. C'est un travail qui est encore en cours. Vous pouvez voir comment cette pression internationale, voilà, de dire voilà, vous ne pouvez pas continuer à faire cela sans impunité, en toute impunité. Et donc, ils ont mentionné que si ces femmes étaient relâchées, ce serait donc grâce à cet expert et aux organisations qui ont fait cet appel. Donc, je vais essayer de finir un petit peu tôt pour voir si vous avez quelques questions, mais je voulais vous donner quelques exemples où on peut voir l'impact de l'implication au niveau national. Merci beaucoup, Tess. Donc, juste une question. Donc, quelqu'un demande sur l'abréviation WHRDS.
Donc ce sont les femmes, donc les défenseurs des droits des femmes. Donc toute personne de tout genre qui travaille sur la sexualité, le genre et l'égalité de genre. Également des personnes qui ne se conforment pas aux thématiques conservatrices de genre. Donc c'est vrai que même si voilà, c'est un peu connu au niveau des Nations Unies, il a une définition assez inclusive. Donc je propose à tout le monde, si vous avez des questions à soumettre, de les mettre dans la boîte Q&A. Et lorsque vous faites ceci, donc nous avons entendu différents intervenants aujourd'hui, mais les procédures spéciales et le mouvement, c'est un groupe très large. Et nous travaillons ensemble, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Et nous voulons vous dire que si vous avez des questions pour les intervenants à la suite de ce webinaire sur vos expériences à partager, vous pouvez les contacter. Nous avons notamment les organisations comme l'ISHR et Choice travaillent avec beaucoup de militants sur les droits de l'homme dans différents domaines. Nous sommes là pour communiquer avec vous sur ces différents domaines, donc n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Et nous allons vous donner nos coordonnées. Donc, les dernières questions. Comment est-ce que vous travaillez avec les procédures spéciales sur des problèmes qui ne sont pas forcément juridiquement inclus dans le pays? Donc, notamment des choses qui sont considérées comme des crimes dans les gouvernements? Je pense que oui, c'est vraiment un des endroits où c'est très important d'utiliser ces procédures spéciales. Donc, notamment dans des pays où le fait d'être gay est un crime. Je vois tellement de conversations. Eh bien, au- donc le fait de pouvoir amener ces informations dans l'espace international, eh bien, cela peut créer de la sensibilisation sur ce thème. Par exemple, ces militantes en Arabie Saoudite, eh bien, elles faisaient partie de ce mouvement pour, elles ont travaillé pour pouvoir permettre aux femmes de conduire dans le pays. Donc, ce qui est très important de se rappeler, c'est la sécurité. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport à la sécurité, assurez-vous de communiquer cela. Et si vous avez des inquiétudes par rapport au fait de transférer des informations en dehors de votre pays, si vous pensez à une visite de pays qui n'est pas focalisée sur un thème en particulier, vous voulez inviter un rapporteur spécial à venir à une conférence sur quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose de trop sensible, vous pouvez avoir une conversation à ce moment-là. Vous pouvez communiquer sinon de manière sécuritaire par email. Et les procédures spéciales savent que parfois il faut avoir des pratiques ou des méthodes différentes pour communiquer, notamment dans des environnements très restrictifs où ils ont peur de communiquer, il est difficile de communiquer certaines choses. Donc, et peut-être il faut réfléchir un petit peu plus sur la manière dont vous pouvez communiquer avec eux, mais ils vont être là pour s'assurer que ça puisse se passer. Merci beaucoup, Tess. Il y a une question de plus sur les acronymes, sur les sigles. Et je veux juste noter que notre webinaire doit s'arrêter. Donc, je vous remercie tous pour votre participation. Et merci également pour vos très bonnes questions durant ce webinaire et durant les séances questions-réponses. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis tôt le matin à tard la nuit de par le monde. Je suis sûre que nous pourrons rester pour quelques questions supplémentaires, mais si vous devez partir, nous nous assurerons que vous aurez toutes les informations, les liens, les coordonnées soient partagés avec vous à la suite de ce webinaire. Donc, c'est ma conclusion. Il y a une question à laquelle je peux répondre.
puisque c'est par rapport à un acronyme en français. Donc, une question sur qu'est-ce que c'est que ce WG. Donc, c'est le même sigle en français ou en anglais et c'est le groupe de travail. Donc, l'un des types de procédures spéciales, comme ça a été expliqué plus tôt. L'autre acronyme, c'est SDSR. Donc, santé, droits sexuels reproductifs. Le troisième, c'est le CDH. En anglais, donc c'est HRC. Donc, c'est le Conseil des droits de l'homme. Et le dernier qui a déjà été expliqué par Tess. Donc c'est pour les défenseurs des droits des femmes. Donc je crois... Ah, il y a une question de plus pour vous, Tess. Donc c'est une question de Patrick de la République démocratique du Congo. Donc, quelles sont les méthodes pour communiquer dans les environnements restrictifs? Donc quelles sont les manières les plus accessibles et sécuritaires? Eh bien, cela dépend de ce que vous pouvez utiliser. Donc là, nous avons un contexte différent, mais vous pouvez utiliser des signaux pour discuter avec ces personnes. Donc peut-être le plus sécuritaire serait une communication en ligne. Donc d'avoir une réunion en ligne. Donc ce sont deux manières de discuter. Il faudra peut-être utiliser des organisations comme la nôtre pour avoir ce lien, cette passerelle, puisque nous pouvons mettre en place ces communications plus sécurisées. Donc pour vous aider à vous connecter, une autre chose que vous pouvez faire, c'est envoyer un email qui n'est pas connecté à vous directement. Donc un email séparé pour pouvoir obtenir ces informations. Donc dans le monde de la Covid aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de sécurité numérique. Et il y a également des organisations spécifiques qui font des formations sur cette sécurité en ligne. Et donc, ils peuvent vraiment aider. Donc, différentes organisations en fonction des différents endroits. Ils peuvent vous donner des formations pour vous permettre de communiquer de cette manière. Merci d'avoir expliqué, Tess. Donc voilà, ce sont toutes les questions que nous avons reçues aujourd'hui. Merci pour votre participation à tous et vos questions. Si vous avez plus de questions, votre participation avec les procédures spéciales, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je vais maintenant arrêter de partager mon écran. Merci à tous et nous espérons rester en contact avec vous vers ces procédures spéciales. Donc une bonne journée à tous et nous espérons vous revoir bientôt. Merci beaucoup, au revoir à tous. Merci, au revoir.